C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Trui TV. Et pour cette troisième audience de la semaine, les juges portent notamment leur regard sur les relations entre la France et le Burkina. Après l'audience que vient d'accorder le Premier ministre burkinabé à l'ambassadeur de France au Burkina. Nous évoquerons aussi la démocratie que Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela souhaite refonder. Troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine donc, avec deux juges qui siègent aujourd'hui. Juge Geoffroy Avara, bonjour. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Va, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. On n'est pas tout à fait réveillé, mais ça viendra tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre naturellement avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, la séquence commence par le juge Geoffroy Avara. Oui, merci président. On va d'abord, en avant-propos, c'est ça le principal, féliciter le Sénégal. Le Sénégal qui nous a fait honneur en se qualifiant pour la suite du mondial. Ils avaient face à eux l'Équateur. On sait que c'est une équipe qui était difficile à jouer. On a vu en termes de contenu de jeu et surtout en termes de physique, c'était pas du tout gagné. Mais les Sénégalais ont pu leur tenir la dragée haute. Donc on va dire félicitations encore à eux. Une très très belle victoire. Maintenant pour la suite, c'est sûr que c'est des gros canons qui seront en face, mais quand on finit de passer ce premier tour là, il n'y a plus de questions à se poser sur qui est-ce qu'on rencontre, qui est-ce qu'on va croiser, parce que vous êtes les meilleurs, et donc vous êtes entre les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Donc il s'agira de faire cela. On espère qu'ils auront un très bon chemin en tout cas à parcourir encore, et c'est ce qu'on pourrait souhaiter aussi aux autres équipes qui devront aussi jouer pour leur qualif. Je pense qu'il y a Ghana, il y a encore le Cameroun, on n'oublie pas aussi les pays du Maghreb. Bon, on espère en tout cas que les pays africains passeront ce premier cap-là et donneront la réponse à ceux qui pensent qu'on ne mérite pas beaucoup plus d'équipes au mondial, parce que pour 54 pays quand même, quand vous voyez le nombre d'équipes que vous y avez, la probabilité pour qu'on aille, on est dans le dernier carré des pays africains est vraiment pas intéressant au regard du même ratio sur certains autres continents. Mais je crois qu'il montre clairement qu'on a tout le mérite d'avoir plus de pays africains représentés au mondial. Et quand on regarde, on n'a rougi de rien. Quand on regarde les équipes africaines dans leurs prestations, ils ne sont vraiment pas en deçà des autres. Un bon cap donc de franchi par le Sénégal et les Lions de la Teranga, par l'Afrique donc, en espérant que d'autres équipes africaines suivent le même chemin et arrivent au second tour de ce mondial. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos. Merci président. Ce matin, je veux qu'on aille du côté de la police nationale pour regarder avec notamment cette note du ministre en charge de la sécurité qui indique que désormais les fouilles documentaires sont suspendues et que la police, la gendarmerie également désormais va procéder plutôt à des fouilles quand ils arrêtent donc les véhicules ou les motos. Ils peuvent contrôler également l'identité de ceux qui sont dans les véhicules. Donc pour moi c'est une bonne chose, parce que pendant longtemps on s'est posé la question de savoir la pertinence du contrôle des identités dans les différents transports, dans les véhicules. On s'est toujours posé la question de savoir quel est l'impact de cela. Et le ministre de la Sécurité indique donc que la situation nationale exige que les agents de sécurité changent de posture. Et donc pour moi c'est une très bonne chose. On espère que les fouilles ne vont pas créer d'autres problèmes, d'autres préoccupations, quand on sait que tout le monde est en ce moment sur les nerfs. Et si on y prend garde, effectivement, il peut y avoir donc
disons, des confrontations, des frustrations entre les usagers de la route et certains agents. Et donc, je voudrais interpeller l'ensemble des acteurs, les Burkinabés, à se conformer à ce que les exigences sécuritaires demandent, aux policiers aussi d'être compréhensifs, d'être courtois comme ils l'ont toujours fait avec donc ces usagers-là, afin donc que tout se passe bien sans anicroche. Il faut bien qu'on travaille à la sécurité de tous, et la sécurité de tous commence par la sécurité de chacun. Les exigences de chacun s'arrêtent là où commencent celles des autres. Laissons la police faire son travail, mais soyons citoyens, soyons tout simplement coopératifs par rapport à ces contrôles. Il y va de notre sécurité à tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Truy TV et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine que vous suivez en modulation de fréquence sur le 100.7 FM. Premier dossier sur la table des juges aujourd'hui, les relations franco-burkinabées au lendemain de la toute première rencontre entre l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alad, et le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kielem. Au lendemain aussi des manifestations contre la politique française au Burkina et qui ont entraîné des violences au niveau des enclaves diplomatiques de l'Hexagone au pays et des hommes intègres. Donc c'est une première rencontre, mais c'est une rencontre qui était nécessaire après tout ce qui s'est passé entre les deux pays et notamment ces manifestations, n'est-ce pas, Geoffroy Avara? Oui, on ne peut pas en tout cas oublier ce qui s'est passé récemment, quand on a vu à l'Institut français et donc des expressions très fortes face à un positionnement de la France dans une histoire récente du Burkina Faso, en tout cas perçue par certains Burkinabés. Et puis il y a eu aussi, il ne faudrait pas l'oublier, les premiers messages du capitaine Traoré aux premières heures du coup d'État sur les postures de la France qu'il soupçonnait avant de faire un rétropédalage plus tard dans une autre interview. Donc ça, c'est des choses qui restent forcément dans la tête lorsqu'on a cette rencontre entre le Premier ministre et l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Et puis il ne faut pas oublier aussi la fameuse lettre, parce qu'il demandait qu'il y ait quand même une suite donnée à ce qui s'est passé, puisqu'ils avaient des vidéos quand même pour ceux qui ont eu à faire des casses dans ces zones-là qui relèvent donc de la France, et de demander qu'il y ait plus de diligence dans la façon de sécuriser ces espaces-là. Donc quand vous regardez tout ça, ça veut dire que c'est une rencontre qui intervient dans un contexte qui est bien particulier, où on voit des drapeaux russes qui sont brandis, et ça par opposition au drapeau français, avec des messages très très virulents lancés à l'endroit de la France. Donc c'est ce contexte-là. Et je pense que il n'y a pas 46 façons de dépeindre la situation, c'est qu'elle est très sensible aujourd'hui. Et la France a compris qu'au Burkina Faso, il y a peut-être que ce n'est pas comme ailleurs, je parle du cas du Mali, mais il y a un genre de revirement qui est en train de se faire, donc il faut être très prudent, il faut savoir prendre les choses avec beaucoup de délicatesse. Oui, il faut prendre les choses avec beaucoup de délicatesse. Que pensez-vous justement des propos de l'ambassadeur de France à cette occasion? On a intérêt à ce que le Burkina reste debout et la France reste un partenaire tant que les autorités burkinabées le souhaiteront. Il a ainsi déclaré, mais il a également dit avoir eu des discussions franches avec le Premier ministre sur les nouvelles orientations de coopération militaire qui lient les deux États. Fin de citation. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Paris et Ouagadougou, dans ce chapitre-là, examinent leur coopération militaire au regard des nouveaux enjeux qui se dessinent? Je pense que dès l'arrivée du capitaine Traoré et la nomination du Premier ministre de Tambela, ils n'ont pas caché
le fait de réorienter la coopération qu'ils ont avec certains pays, la France y compris, et les repréciser sur les intérêts qui sont ceux burkinabés. Et je pense que par ces propos-là, l'ambassadeur de France montre qu'il est sensible, et donc la France aussi sensible à ce message-là. Mais la France est toujours dans son discours qu'il a tenu depuis le départ. On restera tant que vous aurez besoin de nous. Ils l'ont dit au Mali. Et pour le Mali, par exemple, ils n'ont pas attendu que le Mali leur dise de partir. Ils ont dit qu'ils partaient. Et le Mali a précipité ce départ-là en les mettant dans un inconfort comme on l'a vu et tout. Pour le Burkina, on n'y est pas encore, on est dans une posture qui est très différente. Il y a un Burkina qui dit on a besoin d'une aide, mais seulement c'est dans nos conditions, c'est selon ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est un message qu'on a depuis le début. Je crois que c'est forcément ce message-là qui est bien passé et pour lequel, dans certaines brides, on le sent dans le message de l'ambassadeur. Et même lors des discussions, sur la question des forces spéciales, il a dit que le général français et le CMGA se sont rencontrés et ont discuté le jour même. Avec le ministre de la Défense aussi. Avec le ministre de la Défense. Et il a dit très clairement sur le contenu des discussions qu'il serait prêt même à aller à des forces, il a appelé le mot restreintes, et qui travaillent il a parlé d'imbrication avec. Oui, il a dit exactement les autorités burkinabées, les forces spéciales françaises resteront au Burkina tant que les autorités burkinabées le souhaiteront, mais elles seront certainement plus restreintes avec une plus grande imbrication avec les forces spéciales burkinabées. Donc c'est ce que je disais donc tantôt. Il y a deux termes, la question de la restriction. Donc ça veut dire que la restriction sous-entend donc que sur la question du nombre, il risque fort d'avoir un recentrage, et puis sur la question des objectifs et donc de la collaboration, il risque d'avoir une dynamique nouvelle. Donc je pense que tout ça c'est à arrimer aux intérêts voulus par ceux du Burkina, comme affirmé depuis le début, et par le capitaine Traoré et par le premier ministre de Tambela. Maintenant, je crois aussi qu'il y a une France qui ne gère pas le Burkina ex nihilo. Non, ils tirent les leçons de ce qui est en train de se passer au Mali et la façon dont ils ont mal vécu la chose avec le Mali. Ils sont venus avec Serval en sauveur. Ils ont été fêtés et célébrés par les Maliens. Beaucoup de Maliens ont donné comme nom à leur enfant Hollande. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous avez pratiquement 10 ans après une France qui est la même, avec les mêmes forces, qui est vomie, qui est chassée, et derrière des Maliens qui applaudissent pratiquement les décisions des militaires au pouvoir. Parce qu'ils sont déçus, ils n'ont plus ils n'ont plus les mêmes effets en termes d'objectifs probants sur le terrain et tout. Ils sont pris de toutes parts, assaillis par une insécurité qui ne dit plus son nom. Donc ça, la France de sauveur a bourreau. Ceux qui étaient là au départ ne pouvaient jamais se l'imaginer. Oui. Mais ça, c'est arrivé. Et la France comprend que petit à petit aussi, il y a d'autres puissances qui ne sont pas en train d'observer de façon niaise. Non, elles aussi, sous cap, elles travaillent. Je parle de la Russie, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il y a de l'argent qui circule aussi. Il y a des éléments qui sont faits. Mais au-delà même de ça, il y a une France qui doit se poser aussi beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'avec nos anciennes colonies, on est aussi mal vu aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a eu une politique qu'on aurait dû revoir depuis. Et il y a la façon dont elle a traité la plupart du temps ces colonies qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération africaine qui n'a pas de complexe, qui n'est pas dans le complexe de ses chefs d'État, qui n'est pas dans le complexe de ces hommes d'une autre époque qui, dans leur façon de gérer, donnaient presque tout. Peut-être par reconnaissance ou pour l'histoire partagée pendant longtemps, mais il y a une masse qui a besoin de tellement de choses qu'elle ne peut plus accepter un certain nombre d'éléments. Et donc du coup, il y a à revisiter vraiment crânement les choses. On a vu avec Macron tenter un certain nombre d'éléments, mais on a vu qu'il envoyait des indices qui prouvent que les choses ne changent pas vraiment. En convoquant nos chefs d'État avec Pau,
et beaucoup d'autres petites erreurs comme ça qui se sont glissées et qui ont fait comprendre aussi que quelquefois les politiques on les change pas comme ça du jour au lendemain. Mais au moins il y a une France qui est en train de comprendre aujourd'hui que ça ne peut plus continuer comme ça l'a été pendant longtemps. Sinon, il risque de perdre beaucoup. La France est en train de comprendre qu'il faut changer donc de paradigme. Entre-temps, la rue burkinabé s'est exprimée, est passée par là. Est-ce que vous diriez, juge Inoussa Ouedraogo, puisque ça a été aussi votre préoccupation lors de précédentes audiences du tribunal de l'actualité, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la rue a été entendue? Et est-ce que vous diriez que cette posture qui se dessine, cette nouvelle posture de la France qui se dessine, suffit pour la calmer, cette rue-là? Je ne pense pas que la rue ait été pour le moment entendue dans ces relations entre la France et le Burkina. Si on s'en tient à ce que demande la rue, c'est le départ pur et simple de la France, notamment de son armée, et que beaucoup qualifient d'armée d'occupation. Ils estiment qu'un État souverain ne peut pas accepter sur son territoire une armée étrangère. Et surtout que cette armée étrangère était venue dans le sens de dire que nous voulons vous aider, nous allons combattre à vos côtés chaque fois que votre pays sera attaqué. Et puis effectivement, les attaques arrivent et les populations ne perçoivent pas l'impact réel de cet ami qui est venu occuper comme ça leur territoire, bien entendu avec l'aval de certaines autorités. Mais jusque-là, aucun débat n'a été mené au sein de notre Assemblée nationale pour savoir si oui ou non nous devons accepter une armée étrangère sur notre territoire. Rappelez-vous, il y a quelques jours, quand on a annoncé la venue de 2000 soldats africains sur le territoire burkinabé pour combattre, il y a eu le débat qui s'est encore installé. Une bonne partie des Burkinabés se demandaient si effectivement on avait besoin que des militaires africains viennent combattre sur le sol burkinabé. Donc ce débat a cours. Effectivement, il n'est pas tranché, mais déjà on voit que certains Burkinabés ne veulent pas de cela. À plus forte raison, une armée occidentale, une armée coloniale, parce que, disons du colon, on a été colonisé, la France d'une manière ou d'une autre a installé ses bases militaires sur nos territoires, et le propos des Burkinabés consiste à dire que nous ne voulons pas d'une armée étrangère sur nos territoires. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas. Parce qu'avant, ils n'avaient pas accepté. Les acteurs de la société civile, certains partis politiques, certains leaders d'opinion, sont venus pour aider. Et aujourd'hui, le propos de l'ambassadeur, et comme l'a souligné tout à l'heure le juge Vara, c'est qu'il y aura une imbrication avec les forces spéciales burkinabées pour un travail en symbiose, donc un partenariat qu'on estime ou qu'on espère gagnant-gagnant. Ils sont venus pour aider, je suis d'accord, c'est par rapport à votre question de savoir si les Burkinabés ont accepté. J'ai dit non, les Burkinabés n'ont pas accepté, ils ne veulent pas, en tout cas de cette relation-là, si on s'en tient à ce que la rue dit. Jusque-là, on a dit, nous ne sommes pas contre la France, nous voulons justement qu'il y ait des relations non seulement gagnant-gagnant, mais aussi sur la base d'un certain nombre d'accords clairs, précis et nets. Aujourd'hui, les Burkinabés ne savent pas quel est le contenu des accords, qu'il y a des accords militaires qu'il y a entre la France et le Burkina. Il y a des documents qui circulent par moments sur les réseaux sociaux. Nos autorités ne mettent pas à notre disposition ces documents-là. Et comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu de ces accords-là. Donc c'est entre quelques individus. On a vu en 2015, sous la transition, que ça a été modifié légèrement, ces accords-là. Mais ça s'est passé entre les autorités elles-mêmes. La population n'a pas été impliquée. Alors que la guerre se fait aux côtés d'autres militaires burkinabés. Et il est question de frotter d'une manière ou d'une autre le peuple burkinabé. On a vu
cette histoire de pédophilie en 2015 qui est restée sans suite, où l'armée française était impliquée. Et les règles disent qu'en la matière, nous ne pouvons rien faire à un militaire français. L'armée française ou quelques éléments de l'armée française? Parce que quand vous dites l'armée française... Mais dès qu'un élément de l'armée française déconne au Burkina, nous dirons que c'est l'armée française qui a déconné. À eux de nous dire, voici l'élément en réalité qui a déconné. Et donc, je dis que jusque-là, nous n'avons pas encore réussi à clarifier ces relations-là. Du coup, même quand les autorités reçoivent, comme ça a été le cas avec le Premier ministre, l'ambassadeur de France, et qu'ils discutent, aux sorties, ils disent qu'ils se sont entendus, désormais, ça va être comme ça plutôt que comme ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que nos autorités ont su exprimer les attentes des Burkinabés à l'endroit de l'ambassadeur de France? Je l'espère. Et j'espère que désormais, les relations seront autres. Il y aura moins de paternalisme, il y aura moins de présence française, en tout cas que les Burkinabés aussi soient informés, mais retenons que pour la grande majorité des Burkinabés, l'idée c'est de dire que nous ne voulons pas d'une armée d'occupation, nous sommes pour le partenariat, mais il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, où les uns et les autres se respectent et où les peuples ont leurs intérêts et sont informés régulièrement de ce qui se passe. Donc vous ne pensez pas que Lucas Alad, l'ambassadeur de France au Burkina, vous ne pensez pas que son espoir de voir se calmer enfin ce qui raconte souvent, a-t-il dit, des allégations qui sont de nature à créer des tensions inutiles, que cet espoir-là soit satisfait après cette visite? Non, je pense qu'il faut bien plus pour convaincre les Burkinabés de la nature des relations entre la France et le Burkina. Parce qu'en réalité, ça ne dépend pas de l'ambassadeur Lucas Alad. Non. Les relations entre la France et le Burkina vont au-delà de la rencontre entre un ambassadeur et un premier ministre. Ça va au-delà et il faut renouveler, changer même le disque des rapports entre la France et l'Afrique. Ce n'est pas que le Burkina. Ce n'est pas que le Mali, il faut changer ce n'est pas le que disque. la Côte d'Ivoire. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de disque, il faut changer de paradigme. C'est ce que disait Geoffroy Avara tout à l'heure, mais l'ambassadeur de France dit encore que, écoutez, on a plus de 100 millions d'euros d'engagement par an au Burkina Faso, notamment à travers l'Agence française de développement, l'AFD. Donc on ne va pas abandonner tout cela parce qu'on a été victime d'attaques. Entre guillemets, bien sûr. Alors, cela veut dire que la France reste en place et que la France défend aussi ses intérêts au Burkina et que la France célèbre une forme de coopération. Mais la France a ses intérêts toujours au Burkina, comme dans beaucoup de pays qui sont ses anciennes colonies. Et la France aussi travaille à préserver ces intérêts-là. Moi, quelquefois, je suis surpris de la lecture qu'on fait. On a l'impression que les gens doivent venir nous aider pour nos beaux yeux ou parce que non, il n'y a pas de... Dans les relations, il y a d'abord l'intérêt de son peuple. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, en tant que Burkinabé, on affirme beaucoup de choses aujourd'hui? C'est pour l'intérêt du Burkinabé. Oui. Mais comprenez que l'ambassadeur de France, la France, les autorités françaises travaillent d'abord pour l'intérêt de leur peuple. Et quand ils s'investissent ailleurs, c'est pour l'intérêt de leur peuple. Donc si nous, on n'a pas cette grille de lecture, je pense qu'on se trompe. Et ça vaut autant pour le Français que pour le Russe, que pour le Vietnamien, que pour les Chinois. C'est à nous de savoir imposer dans les intérêts la satisfaction de notre intérêt. Je crois que ça, il faudrait qu'on le comprenne. Oui. Changer de joug, c'est pas ça qui va nous sauver. Parce que dès le départ, parce que tout ce qui se dit, il faut qu'on crève la sphère et qu'on rentre dans le fond, dans l'analyse. Dès le départ, il y a beaucoup qui, je rappelle toujours les premiers propos du capitaine Traoré, qui avait laissé entendre qu'on va diversifier nos coopérations, ceci et cela. Quand il a commencé à parler comme ça, c'est tombé dans l'oreille attentive de beaucoup de personnes qui n'attendaient pas plus, mais qui en même temps ont entendu aussi autre chose. En même temps, Wagner va venir, en même temps, ceci va se faire, en même temps, ceci va se faire. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont sur la même longueur d'onde que le capitaine Traoré? Est-ce qu'ils sont sûrs que leur interprétation, c'est
la réalité de ce qu'ils ont entendu. Parce que moi, en la matière, je reste toujours prudent et j'attends de regarder. Parce que je dis encore, même quand le MPSR1 était là, très tôt, l'une des premières visites, c'était au Mali. Beaucoup ont commencé aussi ces mêmes interprétations. Mais qu'est-ce que ça a donné après, dans le jeu d'équilibrisme dans lequel on est rentré? Donc je veux dire qu'il faut faire beaucoup attention. Le problème, c'est pas X ou Y. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nous et avec quels intérêts et comment est-ce qu'on les garde. Je crois que ça, pour moi, c'est la question qui est principale. Les Français, les Chinois, les Russes ou quoi que ce soit, c'est d'abord l'intérêt burkinabé et comment dans nos relations, dans notre coopération, c'est ça qui prévale d'abord. Sinon, on parle des accords de coopération sur lesquels, par exemple, militaires, on ne lit pas bien les choses ou bien des choses qu'on concède. On a l'impression que c'est des vues de l'esprit. Quelquefois, il y en a qui disent à demi-mot. On a reçu ici une ministre, pour ne pas la citer, dame... c'était sous Blaise Compaoré. On l'a reçu ici, mais elle était très active sur les questions du Citarail et autres. Ah oui, l'Estori Sangaré. Elle nous l'a dit ici à demi-mot. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, même en tant que ministre, qu'on n'arrive pas à percer. Mais je me pose la question. Quand vous concédez ça à un État, à un autre pays, au détriment du vôtre, si vous n'êtes pas capable de venir mettre ça sur la place publique pour que vos populations qui ruent dans les brancards dehors puissent vous aider à vous affranchir, c'est que vous êtes complice. Oui. Le premier affranchissement, ça commence par là. Donc si on n'est pas capable de nous mettre certains éléments sur la table, c'est qu'il y a un problème. Ou même peut-être c'est nous qui sommes dans des vues de l'esprit, mais ce qu'on nous raconte n'est pas vrai. Donc on ne peut pas vouloir se déchaîner et puis garder ses chaînes. Et puis ne pas vouloir tout dire, ou même ne pas montrer toutes ces chaînes. Donc il y a peut-être aussi pour moi, vis-à-vis de nos autorités, quelles qu'elles soient, et avec celles qui ont traversé le temps avec nous, se poser la question de savoir quelle est la vraie vérité. Est-ce qu'on nous dit les choses? Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce qu'on s'assume? C'est ce que je pose comme question. Quand on vient, on tient un discours, quand ça arrange, ou bien quand c'est pour haranguer et que les gens sortent, on a l'impression et on obtient ce qu'on veut. Après, dans le discours, la façon de traiter avec les autres, on revient encore dans... On ne comprend, non, on ne lit pas bien. On ne lit pas bien. Oui. Et donc, pour moi, il faut être très prudent. Moi, j'analyse des faits et je regarde. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est qu'un Premier ministre qui a pris langue avec un ambassadeur de France qui dit qu'ils sont en entente sur un certain nombre d'éléments. Pour la question des forces spéciales, on parle de restrictions, ça veut dire que dans le nombre, il pourrait avoir des changements. Il devrait avoir une orientation parce qu'on parle d'imbrication plus intéressante avec nos forces, donc sur des objectifs bien plus précis. Je crois que ça, pour moi, c'est ce que moi je regarde. Maintenant, pour le reste, est-ce qu'il y a des changements profonds vraiment dans nos façons de coopérer avec les autres, et y compris avec la France? J'ai dit, moi j'attends encore de voir. Parce qu'il y a un discours qui n'est pas aussi forcément clair. En tout cas, aujourd'hui, justement, je vous prends au mot, il y a ce besoin de clarification des relations entre la France et le Burkina, mais également entre le Burkina. Elles sont claires, mais oui, pas mais assez claires pour beaucoup. Il y a toujours cette demande de clarification. Le discours, je m'explique. Voilà. Quand on tient des propos qui fait sortir des gens, et puis après on dit, non, s'ils sont là, c'est parce qu'on a demandé qu'ils sont là. Okay. C'est parce qu'on a demandé, c'est parce qu'il y a eu des accords. Ce n'est pas faux, c'est une vérité. C'est une vérité. La France a toujours dit, si on est là, c'est parce qu'on a demandé qu'on soit là. Le jour où vous ne voulez pas de nous, on va partir. Donc, vous comprenez, il veut vous dire que tout est dans vos mains. Et ça, Macron l'a rappelé à chaque fois. Donc, n'arrangeons pas quand ça nous arrange et puis ne jouons pas un jeu tortueux. C'est ce que je pense de façon claire. Souvent, quand je reviens sur le cas malien, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est des gens qui ont été clairs dans leur démarche. Mais il ne faudrait pas qu'on se dise que avec l'ère dans laquelle on est si clair que ça. Moi, je lis pas les choses comme ça. Il y a un Burkina qui a ses intérêts, qui essaie de les défendre comme il peut et qui tient un discours qui est celui actuel. Voilà. Oui, il y a un Burkina qui doit défendre ses intérêts et qui doit s'assumer par rapport à un certain nombre de positions, qui doit changer de paradigme et redéfinir les bases de coopération avec les différents pays. D'ailleurs, au-delà de la France, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel était également a été également reçue par le Premier ministre au terme d'une mission de 3 jours. Il a été question là de stratégie dans la lutte contre
contre le terrorisme et l'Union européenne compte soutenir donc le Burkina Faso, entend apporter beaucoup d'argent dans ce cadre-là. Nous prévoyons, a dit donc la représentante spéciale, 384 millions d'euros d'aide qui vont être débloqués sur 6 ans dans les domaines qui vont couvrir divers secteurs de développement. Une bonne nouvelle pour vous? Non, ça ne change rien à notre situation. En fait, il faut qu'on comprenne que notre problème, ce n'est pas un problème d'argent uniquement. Oui, on a besoin d'argent, mais ce n'est pas là le problème. Juge va parler tout à l'heure de l'incompréhension qu'il a de certaines attitudes. Non, il faut qu'on comprenne que ce que nous dénonçons va au-delà des petites guéguerres de oui, il faut la France, oui, il faut la Russie. Non, ça va au-delà. La question n'est pas de quitter la France pour aller en Russie. Moi, mon propos, c'est pas cela. Mon propos, c'est de dire que nous devons lutter pour avoir notre propre indépendance sur un certain nombre de questions. Sur des questions militaires, sur les questions sécuritaires, nous devons pouvoir sur dire... les questions économiques aussi. Économiques aussi. Mais en réalité, quand on parle d'économie, qui a besoin de qui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Occident a plus besoin de l'Afrique que l'inverse. Mais on tente de nous faire croire, quand l'ambassadeur dit oui, ils ont l'AFD, l'Agence française de développement, met une centaine de millions d'euros par an. Mais, et alors, est-ce que ça empêche que des Burkinabés continuent à manger de l'herbe? Est-ce que ça empêche que presque la moitié du territoire burkinabé soit occupé? Mais cette France est là, l'Union européenne est là. Ça n'a pas apporté le développement. Et il faut même que cette agence française de développement là comprenne qu'ils ne peuvent pas apporter du développement chez nous. La preuve, il nous appartient à nous de produire notre propre développement. Absolument, en disant quelles sont nos priorités. Parce que ce que nous dénonçons, c'est l'impérialisme français. Oui, en même temps, en dénonçant l'impérialisme. Donc il y a des Burkinabés qui travaillent pour les intérêts de la France. Juge Ouedraogo, en même temps, en dénonçant l'impérialisme français, on doit aussi questionner la responsabilité de nos responsables, de nos dirigeants, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu, à un moment donné ou à certains moments de l'histoire de ce pays, imprimer les politiques qu'il faudrait pour qu'on se déconnecte. Je suis d'accord avec ça et tous les jours nous en parlons ici. Mais dans ce cas spécifique, nous parlons des rapports entre la France et le Burkina. Et chaque fois que nous dénonçons ces rapports-là, il se trouve des gens pour dire oui, il faut aussi regarder du côté de nos autorités. Nous ne le nions pas. Des autorités de ce pays-là ont contribué à tirer ce pays vers le bas. Ils ont contribué à vendre ce pays à l'Occident. Nous les dénonçons tous les jours. Mais à côté de cela, il faut aussi situer la responsabilité de la France. Je vous prends un exemple. L'ancien chef d'état-major général de l'armée du Burkina, le colonel Joani Yamoyogo, il nous l'a dit, quand il était chef d'état-major, il a voulu mettre sur pied des hélicoptères de guerre, des avions de guerre du Burkina qui étaient sur pied. Quand il a voulu travailler sur ça, l'ambassadeur, l'attaché de défense de la France a dit non, vous ne travaillez pas là-dessus. Il a dit pourtant il va travailler là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, c'est Blaise Compaoré qui l'appelle pour lui dire laisse tomber ce dossier-là. Blaise Compaoré, l'ancien président du Faso. Voilà, qui dit laisse tomber ce dossier. Et qu'est-ce que le chef d'état-major a fait? Oui, il a laissé tomber le dossier parce que la France a dit on peut compter sur elle. Il a laissé tomber, mais il a démissionné. Voilà un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces exemples-là, plusieurs militaires nous les prennent à diverses reprises pour dire que nos relations entre nos États et la France sont souvent faites d'un certain nombre de choses qu'on dénonce au quotidien. Mais on a vu Sankara, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dénonce l'impérialisme, on dénonce aussi ses valeurs locaux. Donc il y a des gens qui travaillent pour la France, qui ont intérêt à ce que la France reste, parce que eux, ils tirent leurs intérêts là-dedans. Mais le peuple burkinabé, dans sa grande majorité, dit nous ne voulons pas
de l'armée française sur notre territoire. Nous ne disons pas qu'ils n'apportent pas leur contribution. Peut-être que quand ils s'en iront, on se ravisera et on dira, ben, écoute, ils avaient leur importance. L'importance, donc voilà. Il faut un certain contingent. Peut-être qu'ils reviennent. Nous avons besoin qu'ils viennent avec 1000 personnes, etc. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'ils sont là pour nos beaux yeux. Les 100 millions qu'ils donnent là, ça va où? Oui, en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent? Il faut dire cela aussi. Donc ceux qui disent et qui appellent au départ de la France, notamment de son armée, parce qu'il n'est pas question que de dire qu'il faut que l'ambassadeur de France quitte. Non. Les Français sont nos amis. Il y a certaines personnes qui réclament le départ de l'ambassadeur de France. Ils ont aussi leurs raisons et il faut les écouter. Ils ne sont pas moins burkinabés que ceux qui réclament à la France de rester. Donc il faut écouter tous les sons de cloche et faire des choix en fonction des intérêts des Burkinabés. Voilà l'a dit, la France a ses intérêts. Les Burkinabés aussi ont leurs intérêts et permettez-leur de dire ce qu'ils pensent des relations entre la France et le Burkina. Et ils veulent d'une relation débarrassée de tout paternalisme, de tout pillage, de tout ce qui peut contribuer à nous tirer vers le bas. Donc oui, nous voulons l'aide française, mais l'aide française n'est pas tout. Et nous disons que nous pouvons nous passer de cette aide-là. L'aide française n'est pas tout, et on peut se passer de cette aide. C'est moi mon propos. Quand j'argumentais tout à l'heure, j'ai dit pour moi c'est la question de posture de ceux qui nous gèrent. Dites-moi, le paternalisme là, allez au Mali, faisons ce débat. Est-ce que ce débat n'est pas fini au Mali? Et nous voulons que ça finisse ici aussi. Je finis. Ce débat, je pose la question, est-ce que ce débat n'est pas... Du fait du comportement des Maliens. Au Mali, c'est un débat ancien. Ce que nous sommes en train de mener ici, c'est un débat ancien. Ils n'ont pas eu à brûler une ambassade, ils n'ont pas eu à casser un institut français qui existe chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont recentrés sur les questions qui sont principales pour eux. Et ils ont quelqu'un comme Goïta qui a fait ce qu'il pense être bon pour son Mali. Je dis jusqu'à présent, moi je ne lis pas bien dans nos postures. On a un discours à une période X, on a un autre discours à une période Y. Pourquoi est-ce qu'on continue de faire ce débat? Pourquoi on continue de faire ce débat? Je dis au Mali c'est vieux. Au Mali vous ne venez pas dire que non, il y a des accords cachés. Quelqu'un qui dit qu'il est esclave et qu'il a des liens et qui cache certaines de ses chaînes, moi je ne comprends pas. C'est ça mon propos. Donc je veux dire, c'est pas le débat de qui va partir, qui va rester. C'est qu'est-ce que nous voulons clairement. Et est-ce qu'on exprime clairement ce qu'on veut là? Et est-ce qu'on met la pression sur celui qu'il faut? Sinon, le paternalisme, je suis désolé, n'en veux pas à quelqu'un pour la façon dont tu te traites. C'est quand on te traite comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle réaction tu apportes et comment toi-même tu te conduis ou tu te comportes pour en sortir? Finalement, les Maliens nous ont donné la leçon. Maintenant, moi je dis le reste. Moi, je ne suis pas dans les, comment on appelle ça, dans les analyses de propos. Je suis dans les faits. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de regarder, qui est en train de se passer ici, on est dans du flou. Tout comme sous Damiba jusqu'à maintenant, il y a peut-être une petite évolution où on sent dans des propos qu'il y a une réorganisation, un repositionnement des éléments. Jusqu'à présent, quand vous écoutez le point qui nous est fait par l'ambassadeur de France au Burkina, il n'a pas parlé des départs de forces françaises. Bien sûr. Et il a dit quoi? On est là parce qu'ils le veulent. Parce que le Burkina, on va réorganiser, on va restreindre, on va imbriquer. Ça, c'est des faits. Voilà, c'est de ça que moi je parle. Maintenant, le reste, chaque Burkinabé est libre de dire ce qu'il veut, comment il veut cette coopération-là. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Ceux qui décident là, où est-ce qu'ils nous envoient, est-ce qu'il y a une claire lecture? Moi, c'est ça que je lis. Alors justement, il faut changer de paradigme, mais changer de paradigme, qu'on dirait Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi un comportement. Et ce comportement-là, le Burkinabé l'exprime tous les jours. Et des gens refusent de voir cela en disant non, c'est les autorités. Est-ce que les autorités sont plus légitimes que le peuple? Vous voulez dire que les Burkinabés expriment ce comportement-là, mais que les autorités ne l'expriment pas? Mais c'est clair. Donc la faute, ça a été comme ça. Donc la faute revient aux autorités alors? Pas aux autorités, et aux autorités à la France. Maintenant, effectivement, nous savons les limites objectives de nos autorités quant à dénoncer un certain nombre d'accords. Parce que c'est faire preuve, on prend des risques énormes en le faisant. Et ceux qui l'ont fait ont souvent payé au prix de leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous savons que sur la question de la présence française
dans nos pays, nos chefs d'État, nos dirigeants n'ont pas été toujours libres pour décider de ce qu'ils veulent. Et si est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Est-ce que le sont aujourd'hui? Nous savons pas où. Ils n'ont pas toujours été. Est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont libres pour décider de ce qu'ils veulent? Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas le sentiment que nos dirigeants sont libres de dire à la France de ramasser ses clics et ses claques pour partir. Du point de vue militaire, on s'entend. Mais donc c'est la France qui va leur accorder cette liberté-là en pleine indépendance? Non. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Il revient à ce que je disais. Et voilà pourquoi je dis le peuple burkinabé contribue à arracher cette liberté. Oui, et le peuple burkinabé l'a toujours exprimé. En 1960, le président Maurice Yamégo a demandé à l'armée française de partir. Et l'armée française est partie. Mais cette force spéciale qui est à Kambouassé, je vous l'ai dit, qui l'a ramené? Où se trouve celui qui les a ramenés? Est-ce que ce débat a été mené à l'Assemblée nationale? Là où se décide, là où nous avons nos représentants. Espérons que ce débat va se mener maintenant. Nos autorités doivent écouter la rue. Parce que la rue là, ce n'est pas des voyous qui s'y trouvent. Ce sont des Burkinabés qui rêvent de quelque chose, qui veulent un changement. Tant qu'on ne comprendra pas ça, justement, ce type de violences qui sont malheureusement, qu'on ne souhaite pas, va continuer. Parce qu'une souris, quand tu l'opprimes jusqu'à dans son trou, il est obligé de se retourner en sachant que celui qui veut le tuer est dehors. Donc si on continue à faire cela, le peuple burkinabé va continuer à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et le seul moyen à sa disposition, souvent, pour se faire entendre, c'est de descendre dans la rue et de s'exprimer de la plus violente des manières. C'est malheureux, mais c'est une forme aussi d'expression que nos autorités doivent écouter, mais que les autorités françaises aussi doivent écouter. Écoutez la rue, écoutez intelligemment la rue, je dirais, pour changer effectivement ce qu'il y a à changer. En tout cas, la France, on en parle encore un peu avec la démocratie, puisque la démocratie est venue dans le brancard de la France. Le carnet d'audience du Premier ministre était décidément chargé. Il a également reçu le 28 novembre dernier le directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute, NDI, Christopher Fomoyo. Une occasion qu'il a saisie, donc le Premier ministre, pour imprimer sa vision de la démocratie, invitant d'ailleurs le NDI à changer de paradigme dans son partenariat avec notre pays. Nous ne sommes plus en phase avec cette sorte de transfert de culture, traditions et pratiques étrangères à notre société, a dit Apollinaire Kielem. Cette vision occidentale de la démocratie que vous implémentez chez nous n'est pas en adéquation avec les aspirations de nos populations, d'où les instabilités récurrentes de nos États. Alors là, le Premier ministre burkinabé veut carrément qu'on change la façon de pratiquer la démocratie dans notre pays. Mais notre démocratie, elle est questionnée depuis longtemps. C'est une démocratie qui est en question depuis longtemps, parce que ce n'est pas l'émanation de l'évolution logique en termes de trajectoire intrinsèque dessinée par nous et pour nous. C'est venu d'ailleurs. Donc tout ce qui vient d'ailleurs, c'est d'abord un choc. Et parce que ce n'est pas vous, il faut que vous trouviez le moyen de je vais pas dire tropicaliser ou bien de l'endogénéiser, mais vous devez trouver les moyens de l'adapter à ce que vous êtes. Je pense que c'est cette quête-là, mais c'est l'échec peut-être dans cette quête-là qui fait que jusqu'à présent, on se pose encore la question de savoir est-ce que la démocratie même dans son approche et dans sa réalité comme voulu, vraiment principienne là, est-ce qu'elle va avec les modèles les modèles de gouvernance que nous avons eu depuis fort longtemps? Est-ce qu'il ne fallait pas prendre en compte certains de nos éléments et faire un genre d'adaptation ou comment on appelle ça, en tout cas trouver tout un moyen pour pouvoir le rendre plus acceptable et plus fonctionnel chez nous. C'est une question qui demeure. Maintenant, ce que dit le Premier ministre qui est pertinent aussi, c'est que ceux qui financent selon la démocratie, selon leurs yeux, selon leur prisme. Ouais. C'est ça la réalité. Et ils disent, voilà ce qu'est la démocratie et nous finançons pour que vous alliez vers ça.
celui qui donne l'argent souvent dicte. Et c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? La preuve, c'est que les turpitudes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est parce que les élections ne nous ont pas sauvés. On est à la réalité de la... Je ne parle pas seulement du Burkina, on est à la réalité de l'arrêt de mandat de personnes élues, parce qu'il y a des contestations même sur le processus par lequel ils sont élus, et on connaît comment est-ce que l'argent continue d'avoir un impact fort, ou ce n'est pas la voix du peuple qui est celui qui est primordial, puisque lui-même est un peu instrumentalisé par l'argent, par un certain nombre d'éléments. Donc tant que vous n'arrivez pas à résorber les conséquences et les impacts de ces choses-là, vous n'avez plus un choix qui est l'expression volontaire et vraie d'un peuple. Donc quand c'est tronqué, quelquefois vous êtes surpris que quelqu'un soit élu avec des scores qui sont celui d'un confort normalement pour finir un mandat et le terminer très bien. Et puis 3-4 mois après, il se retrouve face à la rue. Il est dénoncé dans la rue. Les syndicats, il se met les syndicats à dos, il se met les organisations de la société civile à dos. Vous demandez, mais qui l'a élu alors? Mais c'est parce que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est l'argent qui l'a élu. Et à un moment donné, ça devient plus compliqué que ça. Donc, il y a, je sais, je me dis, des réflexions à mener sur notre démocratie. Et c'est pour moi un sujet tellement important. Je le disais hier, c'était hier, je crois. J'ai dit, tant qu'on ne se met pas aussi à réfléchir, parce que la transition, son but à la fin, c'est le retour à un ordre normal. Et cela passe par des élections. Si nous-mêmes aujourd'hui, parce qu'on parle de démocratie, c'est ce à quoi on a adhéré. Si nous, aujourd'hui, on ne repense pas les conditions de notre prochaine élection, on va créer les conditions d'un retour à la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est bien ce que vous avez dit lundi dernier lors de la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Le Premier ministre Apollinaire Joachimson, Kielem de Tambela, a d'ailleurs parlé du pouvoir traditionnel et a ainsi indiqué que le pouvoir traditionnel, aucune instabilité ni coup d'État n'a jamais remis en cause ce pouvoir traditionnel-là. Et partant de ce constat, il estime que ce pouvoir-là doit nous servir de gouvernail, en tout cas cette expérience doit nous servir de gouvernail pour, je cite, refonder une vraie démocratie ancrée dans notre société afin que nos institutions correspondent aux aspirations des populations. Alors, il fait le parallèle avec le pouvoir traditionnel. Est-ce qu'on va donc recréer ou créer au Burkina Faso un pouvoir qui l'emprunte beaucoup à ce pouvoir traditionnel? Enfin, une démocratie qui l'emprunte beaucoup à ce pouvoir traditionnel, alors qu'on sait très bien que le pouvoir traditionnel n'a que faire de la démocratie, en réalité. Je ne suis pas d'accord. L'une des erreurs que nous commettons tous les jours, justement, c'est de croire que c'est l'Occident qui nous a apporté la démocratie. Nous croyons que la démocratie date justement du discours de la Baule. Moi, je ne partage pas du tout cet avis-là. Le Burkina a organisé même des élections avant 1960. Bien sûr. On a eu un deuxième tour dans ce pays-là. Et pour certains, c'est un modèle abouti d'élection et donc de démocratie. Mais ce modèle-là vient d'où? C'est pas ce modèle-là vient d'où? Je suis d'accord avec vous qu'on vous dites qu'on avait des systèmes, ou qu'on avait des systèmes de pouvoir du point de vue traditionnel qui n'ont pas donc de terme au niveau du pouvoir. Je veux dire simplement. Mais ces modèles dont vous parlez d'avant les indépendances sont inspirés par quoi? Sont inspirés aussi par la colonisation et par l'Occident. Prenons le modèle danois. Prenons le modèle anglais. La royauté est toujours là. Ça n'empêche pas la démocratie de se faire. Ils ont su faire cette alchimie, ce mélange alchimique pour que la démocratie marche, et ça marche bien. Quand la reine d'Angleterre est morte, on a vu même qu'ils ont immolé un bouc. Et ça se passe en Angleterre. Mais pourquoi quand nous le faisons ici, des gens estiment que c'est arriéré, c'est traditionnel? Non. Il faut que nous puissions effectivement créer des institutions, je l'ai toujours dit, qui nous ressemblent. Et vous avez ajouté qui nous rassemblent aussi. Bien sûr, qui nous rassemblent. Et donc, si nous créons des institutions où le peuple ne se sent pas dedans,
il y aura toujours des instabilités. On l'a vu dans ce pays-là, des gens qui ont eu près de 90% des voix, et puis au lendemain, on les a chassés du pouvoir. On a eu des maires qui ont été élus et quelques temps après qui ont été chassés. Donc nous avons un modèle démocratique où ceux qui dirigent ne sont pas forcément légitimes. Et du coup, effectivement, je suis d'accord que nous puissions nous inspirer d'un certain nombre de nos valeurs pour reconstruire nos institutions. Et je pense que c'est de ça que le Premier ministre parle. Je suppose que c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas un retour au passé où désormais c'est les chefs traditionnels qui vont forcément décider, je ne pense pas. Mais je crois qu'on doit s'inspirer du modèle du pouvoir traditionnel pour pouvoir construire quelque chose. On a eu la charte du Kourkan Fougan, ça date des années 1200. Il y avait déjà une constitution. Il y avait des droits humains. Il y avait les droits humains qui étaient respectés, qui étaient prescrits. On n'a pas attendu. Pendant longtemps, on a effacé la mémoire de nos peuples pour les faire croire que tout ce que nous vivons aujourd'hui là, nous l'héritons de l'extérieur. Ce n'est pas forcément vrai. Il faut que nous nous reconnectons à notre histoire. Il faut que nous nous inspirons de nos valeurs qui peuvent nous aider effectivement à éviter un certain nombre d'écueils que nous vivons tous les jours. Parce que cette démocratie nous a apporté perpétuellement de l'instabilité. Après chaque élection, il y a des morts en Afrique. On peut citer quelques pays seulement où il n'y a pas de violence post-électorale. Ça veut dire effectivement que nous devons repenser notre modèle et personne ne nous empêche de le faire. Ouais, et ça fait partie justement des moyens de notre indépendance totale vis-à-vis de certains qui viennent financer des élections à coups de milliards et après on se rend compte que derrière il n'y a rien. Il faut repenser le modèle aussi à réduire les coûts des élections et nous pouvons le faire. Oui, on va y revenir sans doute, mais il faut repenser le modèle Geoffroy Varade, ce qui sera matérialisé. En tout cas, la vision du Premier ministre telle qu'elle la pense sera matérialisée par une nouvelle constitution qui, comme du sucre dans l'eau, c'est lui que je cite, le Premier ministre, va consacrer la conformité de nos valeurs avec nos aspirations, plutôt que le mélange chrysogène huile-eau que subissent nos nations aujourd'hui. Fin de citation. Dicite Apollinaire Joachimson, qui l'aime de tomber là. Moi, je pense que la démocratie, c'est le modèle auquel tout le monde adhère aujourd'hui. Maintenant, le débat ça vient d'où on s'en est inspiré, moi je ne suis pas dedans. C'est ce que chacun tente de prendre des dangers, de trouver ce qu'il a d'identité à mettre à l'intérieur, une façon d'endogénéiser la chose. Il y a plusieurs types de démocratie que nous avons et qui s'expriment en tenant compte de la réalité des pays qui les accueillent. Et quelquefois, ça fonctionne. Tout à l'heure, il nous a cité certains exemples. Les pays nordiques. On n'a pas tout jeté de ce qu'on a de la tradition, on a trouvé ce qu'on peut garder. Mais dites-nous, chez nous ici, le problème c'est la démocratie ou souvent les acteurs. Je prends l'exemple de nos élections pour les mairies. On fait campagne, ceux qui vont voter, le gars il a l'impression que c'est le maire là qui est en train de voter, alors que ce qui est en train de se passer, il désigne des gens qui vont s'asseoir dans une salle pour faire encore des crocs en jambes, se faire des arrangements, et puis celui qui sort, il est surpris que ce n'est pas celui qui pensait qu'il votait. Ouais. Mais ça qu'il a organisé. Ouais. C'est nous qui l'avons organisé ici entre nous. Oui, et on voulait même introduire l'élection du maire en même temps que... Aujourd'hui, beaucoup sont en train de dire qu'il faut ce suffrage direct là. Mais ça, qui l'a organisé? Parce que ça servait les intérêts de qui? Vous allez dire c'est le problème de la démocratie forcément. Je ne dirais pas ça forcément. Donc, moi, la démocratie, ce n'est pas le problème. C'est comment est-ce que nous ne nous déshabillons pas pour porter cet habit-là. Parce qu'on doit garder comment est-ce qu'on respecte les principes. Et comment on garde nous-mêmes ce qu'on a comme identité. Et comme valeurs. Qui permettent de préserver notre vivre ensemble et qui permettent d'avoir la sincérité dans le choix de celui. Parce que l'élection, dans le principe démocratique, là, c'est quoi? C'est qu'on a oublié ce qu'on avait pour dire non, celui qui doit venir maintenant, il doit passer par, je ne sais, il doit être né de telle famille ou quoi que ce soit. Ce n'est plus ça. C'est celui qui convainc le plus grand nombre de concitoyens que celui qui a le meilleur programme qui vient. Si vous voulez, vous l'appelez Premier ministre, comme dans certains lieux où on a gardé un roi ou bien une reine, mais il n'en demeure pas moins que celui qui convainc par son programme et qui arrive à mettre le monde autour de lui là. C'est lui qui dirige, c'est lui qui dit où est-ce qu'on va. Mais il y a d'autres choses à côté qu'on garde. Ça, pour moi, c'est une réalité. Maintenant, nous, comment on va dans ce principe où on a décidé, nous, que celui qui dit à la fin que c'est celui-là qu'on veut, c'est le peuple. Et que ce soit sa voix et son expression qui comptent. Je crois que c'est ça le principe de la démocratie. Maintenant, dans le principe d'expression du peuple, nous, on a trouvé tous les moyens pour
pour ne pas que ce soit ce peuple-là dont la voix soit celle qui compte, ou bien qu'on puisse l'instrumentaliser, ou bien qu'on puisse arranger des lois ou bien arranger un certain nombre d'éléments de sorte à ce que nous ayons toujours, nous les politiques, la façon de pouvoir déterminer ces éléments-là sans eux en les contournant. C'est là où ça coince, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la façon dont nous les élisons nos maires ici. Il y en a beaucoup encore d'exemples de ce type-là, avec même le problème récurrent de l'argent. Vous allez voir les résultats. C'est celui qui a mis le plus de sous qui est premier, le deuxième qui a mis le plus de sous qui est deuxième. C'est ça la réalité. De suite. Donc il va falloir. Si on ne pas ça, je ne sais pas comment est-ce que. Il va falloir extirper. Il faut se poser les bonnes questions. Ces scories et dessiner une démocratie à notre image. En tout cas, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de la semaine, s'achève. Elle a abordé les relations France-Burkina, mais aussi la refondation de la démocratie. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci, juge Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici d'ailleurs. Prenez donc déjà le rendez-vous de demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.